l'entrepreneuriat, c'est dur. Lui, c'est Rui Mendes da Silva, cofondateur de Kemet Automotive. Il est en train de créer la première marque de voitures électriques made in Africa. Parti de rien, Rui a levé des centaines de milliers d'euros et aujourd'hui, avec son équipe, ils ont l'ambition de révolutionner la mobilité sur tout un continent. Mais qui est-il vraiment et comment a-t-il fait pour transformer un rêve impossible en réalité? J'ai passé 24 heures en immersion dans son quotidien pour le découvrir. Au programme, son parcours de Mantes-la-Jolie à un entrepreneur panafricain. Mon père était ouvrier, donc il a travaillé à l'usine toute sa vie. Ma mère a commencé femme de ménage et elle a fini auxiliaire de vie. Des fois, la vie t'envoie des signaux. Est-ce que tu les prends ou non? J'ai pris mon sac à dos, je suis parti, je fais des allers-retours, j'ai regardé un peu ce qui se passait et j'ai vu les opportunités. Il y a des gens qui auraient vu que des problèmes. Genre, waouh, pollution, voiture pourrie, ci, ça. Moi, j'ai vu que des opportunités. Sa vision de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens sur YouTube qui font des vidéos pour dire oui, il ne faut jamais abandonner, etc. Mais entre l'écouter sur YouTube et le vivre, c'est deux mondes différents. Toi, ton truc, tu y crois, tu as réfléchi, tu as fait des recherches, etc. Mais les gens, ils adhèrent pas. Tu te dis, mais attends, mais il y a un problème. Ouais, construire laisse tomber. Une voiture, mec. Tu sors d'où? Ton père, c'est qui? Et son ambition pour faire de l'Afrique un leader de l'industrie automobile. On va pas créer de valeur en Afrique. On va juste importer des trucs. Les gens vont consommer, mais on ne crée pas d'emploi, on ne forme pas, on ne transforme pas les matières premières. Pas de bullshit, pas de lifestyle, juste la réalité d'un entrepreneur qui veut changer les règles du jeu. Bienvenue dans Step by Step. Oui, enchanté. Mustapha Enfin, parle. enfin. Ah, tu l'as fait vraiment commencer le gars. Ça dit quoi? Écoute, ça va. Tu vas bien? Ça va. Ça Et se toi? passe bien, ça va très bien. Et toi? Bah, déjà, merci. Je pense que ça fait un moment qu'on essaie de trouver un moment pour faire ça. Donc, merci à toi pour la dispo. Franchement, c'est très gentil de ta part. Et j'ai tenu vraiment à faire ça avec toi parce que rapidement, il y a eu un feeling et il y a une énergie que tu transmets. Et je voudrais que les gens, en fait, aussi vraiment ressentent cette énergie. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est un peu de voir avec toi ton parcours, ton expérience dans l'entrepreneuriat. L'objectif, c'est d'inspirer les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, la première question que je vais te donner, je pense que je vais faire une intro avant, mais est-ce que toi, tu peux me faire ton intro? Je sais que tu aimes bien les animés, donc est-ce que tu peux me faire ton origin story? Bah écoute, déjà merci pour l'opportunité. Merci de m'avoir contacté. Moi, j'aime beaucoup partager parce que je trouve que moi, en tout cas, ma génération, à l'époque, on n'avait pas assez de contenu comme ça. Donc, si nous, on peut le faire pour les générations suivantes, écoute, on le fait avec plaisir. Écoute, moi, je m'appelle Rui Mendes da Silva. Donc, je suis né en 91. Donc, j'ai 33 ans. Je suis originaire de Guinée-Bissau et du Sénégal. J'ai grandi en France. Et voilà, moi j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai fait l'école classique jusqu'au bac. Après le bac, j'ai arrêté les cours. J'ai plongé dans la vie active. Et je suis rentré dans l'entrepreneuriat grâce à une opportunité que m'a apporté mon frère de rejoindre sa boîte. Et donc de là, les choses se sont enchaînées. Et aujourd'hui, je suis cofondateur de Kemet Automotive, donc qui est une marque de véhicules électriques made in Africa. À côté de ça, je fais de l'associatif aussi, avec une association qui s'appelle Impose ton rêve. Où justement, on essaie d'accompagner les jeunes de quartiers populaires à comprendre l'entrepreneuriat et à essayer de se lancer. Donc voilà un peu Non, franchement, c'est super. Donc, on est d'accord que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Est-ce que tu as baigné un petit peu dans l'entrepreneuriat quand tu étais jeune? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mes parents, mon père était ouvrier. Donc voilà, c'est la génération qui est venue pour travailler dans les usines. Donc il a travaillé à l'usine toute sa vie. Ma mère a commencé femme de ménage et elle a fini auxiliaire de vie. Donc tu sais, aller chez les personnes âgées pour s'occuper d'eux, etc. D'ailleurs, ça lui a bousillé la santé. Et non, après, j'avais pas d'oncle ou de cousin qui... Donc ça veut dire en tout cas, peut-être qu'il le faisait, mais je ne savais pas. Donc ça veut dire que tu grandis, mais est-ce que du coup, tu as des rôles modèles? Donc, par exemple, des gens aujourd'hui, tu te dis, c'est peut-être ces personnes-là, cet oncle-là ou ce tonton-là, je veux faire un petit peu ce qu'il veut. Tu n'avais pas ça du tout? Non. Et moi, mes rêves sont venus tard, tu vois. Il y a des personnes très tôt, ils regardaient les Jay-Z, ils regardaient les... Moi, j'ai fait ma jeunesse tranquille, tu vois. Moi, je sortais dehors, je faisais du vélo avec mes potes, je jouais beaucoup au foot.
En club, dehors. Arrivé à voilà, 17, 18 ans, bah, voilà, j'avais mon permis, je travaillais. J'étais pas Ouais, je vois ce que tu veux dire. ce jeune En mode qui préparé. très tôt, voilà, contrairement à d'autres personnes. Ok. Donc, moi, mes rêves sont venus plus tard par des opportunités Ok. qui m'ont fait me rendre compte que tu peux rêver. D'accord. Tu Ok, vois. c'est intéressant ce que tu me dis là. Mais du coup, tu me dis que tu as un bac et direct, tu dis non, moi, je ne vais pas faire un master, licence, tout ça. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Comment ça s'est passé? Bah écoute, moi, j'ai fait filière professionnelle. Ok, Donc à l'époque, ça s'appelait BEP Vente, ok, après la troisième. Donc en gros, on apprenait tout ce qui est commerce, études de marché, comment vendre des produits, zone de chalandise, Ah etc. ouais. Un peu de marketing, tout ça. Ok, Voilà. ok, c'est intéressant. Ensuite, j'ai eu mon BEP, donc c'était en 2 ans. Après, j'ai fait un bac pro, Ok, commerce. J'ai fait des stages, etc. Ça me plaisait. Et ensuite, j'ai voulu faire un BTS MUC, d'accord. donc management des unités commerciales, qui n'existe Ok. plus aujourd'hui. Et je voulais absolument le faire en alternance, parce que déjà, je voulais gagner un peu d'argent. Et moi, tu vois, je ne suis pas très théorique. Même si j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BP, j'ai eu mon bac pro, moi, j'aime bien être, tu vois, dans l'action, Ouais. dans le réel, parler aux gens, etc. Concret, le concret. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de patron à l'époque. Ok. Pourtant, j'ai candidaté peut-être 1000 fois. Et ça m'a un peu découragé. Et je me suis dit, écoute, tu sais quoi, ouais, va travailler. Va dans le monde du travail, gagne un peu d'argent et puis fais ta life, quoi. Ok, ok. Et donc de là, j'ai fait plein de petits boulots, hein. Vendeur, je travaille à l'usine, j'ai fait toutes sortes de trucs. Ok, donc ça veut dire que à ce moment-là, en fait, tu te disais, bon, moi, je vais, on va dire, pas forcément dépendre de quelqu'un, je prends ma vie en main, en fait. Et C'est ça. je t'essaie de construire quelque chose. Et tu as parlé du coup d'opportunités. Est-ce que tu peux dire que c'est un petit peu, la vie fait qu'en fait, en cherchant quelque chose, les opportunités viennent à toi, ou c'était vraiment quelque chose que tu n'attendais pas à avoir cette opportunité? Franchement, je ne m'y attendais pas. Ok, Ce que tu dis là, c'est venu après. ok, d'accord, Tu je vois ce vois. que tu veux dire. Mais à ce stade-là, je pense que c'est plus des fois, la vie t'envoie des signaux. Mhm. Est-ce que tu les prends ou non? Mhm. Tu vois. Moi, on m'a envoyé un signal. Donc à l'époque, moi, je bossais, j'étais surveillant dans un lycée. Ok, Et mon frère avait monté une boîte de location de véhicules électriques. Et en fait, il m'a dit, viens. Il m'a dit, viens, écoute, je me lance dans une aventure, etc. Viens et tu vas, voilà, tu vas voir à quoi ça ressemble l'entrepreneuriat, quoi. ok, d'accord. Et tu vois, il y a des personnes qui auraient pu dire, écoute, non, moi, j'y connais rien, j'ai pas fait de grandes études. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta boîte? Je veux pas juste être le petit frère qui est là, Ouais, le petit frère qui qui est là, te ouais, je vois ce que tu veux dire. suit et tout. Mhm. Mais moi, non, moi, je me suis dit, écoute, ça va me faire découvrir autre chose. Les bureaux, c'était à Paris. Donc, je me suis dit, déjà, ça va me faire sortir de ma ville. Et en fait, c'est comme ça Mhm. De fil en que j'ai aiguille. nourri ma flamme de vouloir faire des choses, de rêver, et où je me suis même découvert des talents de businessman. Non, mais c'est que ces trucs, mais par exemple, tu m'as parlé de ton BEP et tout ça, mais on voit que très tôt, du coup, tout ce qui était l'argent, le commerce, aller chercher, aller un petit peu trouver un moyen d'avoir de l'argent, c'est un peu, pour moi, un peu l'entrepreneuriat aussi. Bon, c'est pas que ça, mais c'est aussi en mode, tu as une ressource ou tu as quelque chose, des compétences que tu as, et tu te donnes ça en échange, du coup, de C'est vrai que Ouais. j'ai toujours eu quand même ce truc du commerce, Mhm. tu vois. Pas du business à la base, Ouais. du commerce. Moi, très tôt, bah, tu vois, je vendais des t-shirts, je vendais des petits trucs. Enfin, Ouais. voilà, quoi, tu Mhm. vois. J'ai toujours réussi à faire des petits trucs à gauche, à droite qui me ramenaient un peu d'argent, mais sans avoir de grandes ambitions, quoi. C'est Ouais. vraiment venu après. Et du coup, ça fait une bonne transition du coup de cette genèse-là où, on va dire, tu as ton grand frère qui te propose cette opportunité à la naissance de Kemet Automotive. Ouais. Tu Oh, peux- il s'est passé beaucoup de Il se choses. passait beaucoup de choses. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Mais Mais écoute, en vite fait. vraiment, pour résumer, concrètement, moi, je suis rentré dans la boîte et je m'y suis mis corps et âme. Déjà parce que c'est la boîte à mon frère, je le respecte beaucoup. Et voilà, je voulais pas saccager son travail, gâter son nom, comme on dit. Donc, franchement, j'étais sérieux, Ouais. j'ai bossé, on a beaucoup travaillé. Et ouais, en travaillant dans le truc, tu vois, en réussissant à avoir des nouveaux clients pour la boîte, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, En fait, c'est possible. j'arrive, quoi. Ouais. Et donc, petit à petit, comme ça, après, le truc s'est développé. On a eu l'opportunité d'aller aux États-Unis et tout. Donc,
petit à petit, la flamme est née et à un moment donné, je me suis dit, waouh, en fait, c'est extraordinaire de créer, quoi. Créer des choses, gérer son truc. Et à un moment, je me suis dit, je veux un truc à moi aussi, quoi. Ok. Et c'est de là que… Mais du coup, à quel moment tu te dis, moi, je crée une voiture électrique? Parce que souvent, quand les personnes viennent, et c'est quelque chose, tu me diras ce que tu en penses, mais souvent, nous, on voit, en Afrique, c'est souvent le cas, il y a un truc qui marche, moi, je vais copier le même truc, je ne me fatigue pas. Toi, tu te dis, non, moi, je veux pas, je vais créer, moi, non, tous les trucs qui marchent, je vais aller, en fait, dans un truc où peut-être, on n'a pas forcément on a une vision, on va voir tout ce qui était le Tesla, tout ça, qui était, on va dire, un peu les précurseurs dans tout ce qui était voiture électrique. Mais à quel moment tu te dis, non, moi, je vais aller dans ce marché-là? En fait, c'est venu, encore une fois, progressivement. Je n'ai pas forcé les choses. Comme j'étais dans le milieu de la mobilité électrique, ensuite, j'ai monté une boîte de services où il y avait toujours beaucoup de mobilité, etc. Et étant un passionné et un amoureux de l'Afrique, comme je le dis souvent, tu vois, avec des discussions avec des gens, avec un ami d'ailleurs, je ne sais pas s'il s'en souvient, c'est Joseph Billet, à San Francisco, qui m'a parlé de l'Afrique et qui m'a dit, écoute, ces histoires-là, écoute, peut-être qu'il y a des choses à faire là-bas, quoi. Et de là, voilà, peut-être 1 ou 2 ans après, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti, je fais des allers-retours, j'ai regardé un peu ce qui se passait et j'ai vu les opportunités. Il y a des gens qui auraient vu que des problèmes. Genre, waouh, pollution, voiture pourrie, ci, ça. Moi, j'ai vu que des opportunités. Et je me suis dit, avec l'expérience que j'ai eue avant, mobilité électrique, en plus j'étais aux États-Unis, donc j'avais un peu cette flamme de vouloir faire des… L'écosystème startup. Voilà, de faire des grandes choses. Bah, j'ai mixé les trois, l'amour de l'Afrique, mon expérience dans la mobilité électrique et cette vision un peu de rêve des États-Unis. Et je me suis dit, écoute, c'est ici qu'il faut le faire en fait. Et moi, à la base, je voulais juste importer des voitures électriques. Mais après, je me suis dit, mais en fait, je vais faire comme tout le monde. On ne va pas créer de valeur en Afrique. On va juste importer des trucs. Les gens vont consommer, mais on ne crée pas d'emploi, on ne forme pas, on ne transforme pas les matières premières. Et là, je me suis dit, écoute, on va faire tout le temps. Faut y aller, hein. Quand il faut y aller, il faut y aller. Ok, c'est intéressant. Et donc voilà, petit à petit. Ok. Et du coup, là, tu es cofondateur, du coup, tu es avec Nissi, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, j'ai initié le truc. Donc, voilà, dans mon coin, voilà, avec le nom, le logo. Des premiers petits croquis, etc. Et avec ça, je suis parti le vendre aux gens. Tu vois, en gros, pour ne pas y aller les mains vides. Parce que moi, je pense qu'il faut toujours montrer aux gens que toi-même, la valeur. Tu vois, tu es prêt à prendre des risques, mais pas aller voir quelqu'un les mains vides et dire mets de l'argent dans un truc alors que toi-même, tu n'as rien fait. Donc, et de là, j'ai commencé à parler aux gens, etc. Et voilà, j'ai vu le profil de Nissi sur LinkedIn, il y avait plein d'articles sur elle. C'était une des premières jeunes africaines à avoir un rôle, la responsabilité dans l'industrie automobile. Je me suis dit, non, mais c'est ce qu'il me faut. Tu vois, anglophone, femme, donc mentalité, vision différente. Tu vois, je me suis dit, ça serait parfait, quoi. La complémentarité. Ouais. Et donc, écoute, j'ai envoyé un message. Bon, évidemment, elle ne m'a pas répondu. 2, 3. Tu lui as dit après que… Oui, je la taquine à chaque fois avec ça. Et donc, finalement, un jour, elle m'a répondu. On a fait un call. Je lui ai montré le début de travail qui avait été fait. Et en fait, il s'avérait qu'elle s'apprêtait à quitter Jaguar Land Rover pour rentrer en Afrique et essayer de lancer quelque chose aussi dans la mobilité. Incroyable. Donc, alignement des planètes. On s'est super bien entendu dès le début. On s'entend d'ailleurs toujours super. Bon, il y a toujours des points de désaccord, mais franchement, c'est devenu la famille. Et après, l'équipe s'est agrandie. On a fait une levée de fonds. Il y a des gens qui ont mis de l'argent. Et voilà, on a passé des étapes cruciales. On a fait des prototypes. On a eu des premières précommandes. Et donc maintenant, c'est le challenge du financement pour vraiment monter l'unité industrielle. Donc peut-être, je pense que tu peux remettre en contexte et de manière globale, aujourd'hui, la vision de Kemeto Automotive, ce serait quoi du coup? Là, à date, tu m'as dit, du coup, vous avez eu à lever des fonds. Il y a une grosse étape aujourd'hui qui est la création d'une unité industrielle. C'est quoi un petit peu aussi les ambitions de manière globale de Kemeto Automotive? Franchement, aujourd'hui, l'ambition de Kemeto Automotive, elle est très ambitieuse et très audacieuse. Je
je pense qu'il faut qu'on s'autorise, tu vois, à être ambitieux et audacieux. Nous, l'objectif, c'est d'être un capitaine d'industrie dans l'automobile. Super. Aujourd'hui, il faut s'inspirer, tu vois, il faut s'inspirer de ce qui se fait dans le monde et le faire à sa sauce. Moi, quand je vois des boîtes comme Renault, qui existent depuis presque 200 ans, incroyable. Tu vois, les Mercedes d'ailleurs, qui a fait la première voiture, tu vois, qui existe pareil depuis 200 ans. Tu vois, je me dis, mais en Afrique, on n'a pas des boîtes qui créent de la richesse sur plusieurs générations. On a des milliardaires. La prospérité. Bon, après, peut-être que, bon, là, les milliardaires qui sont là, mais très souvent, c'est des boîtes locales. Bon, après, il y en a qui sont sur plusieurs pays, mais tu sens pas cette volonté de créer un truc qui va rester dans l'histoire, au-delà de faire de l'argent, un truc qui va rester dans l'histoire et qui va inspirer une génération qui va aussi vouloir créer, parce que c'est ça au final la création de valeur. Et je pense que ça manque en Afrique. Alors qu'aux États-Unis, tu vois, il y a eu la première génération des Andrew Carnegie, des Rockefeller, qui a inspiré les autres, jusqu'à aujourd'hui, on a les Mark Zuckerberg, etc. Donc l'ambition, c'est ça. Et au-delà de ça, niveau business, vraiment, c'est d'être une marque automobile qui va se diversifier, mais qui principalement va designer, concevoir, fabriquer des véhicules, les distribuer, faire du service, et en Afrique et au-delà. L'ambition, c'est vraiment demain qu'il y ait des Kemet et qu'on porte le savoir-faire africain partout dans le monde, quoi. Incroyable. Écoute, Mustapha, aujourd'hui, je suis invité à un événement, Bâtir des ponts, qui a été créé par Stéphane Tiki. C'est un événement business qui a pour objectif de mettre ensemble les institutionnels, les entrepreneurs, les investisseurs pour discuter de comment on peut bâtir des ponts entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, tu vas me suivre. Je vais être speaker tout à l'heure. Je vais parler un peu avec les gens de l'écosystème. Et écoute, j'espère qu'il y aura des choses intéressantes pour toi. Allez. Oui, c'est le problème du gars qui dit qu'il n'a pas révisé les choses. Quand ça tombe, il a 17, il dit, ah, mais je ne pensais pas. C'est lui qui doit vous aider, c'est pas vous qui devez l'aider. C'est pas dit aux gens, vous savez comment les riches restent riches. Ils vont voir les riches restent riches, ils vont voir d'autres riches en disant, non, mais il faut nous aider. Et tu vois, le riche, ça ne dit pas que tu es quelqu'un. Non. Je les avais accrochés là. Non. On s'est rencontrés, le truc de oui, la conférence. La conférence. Et il y avait des mots dans la conférence que tu avais dit que j'avais beaucoup apprécié. C'était que, en fait, tu disais que qu'importe si les gens croient ou pas à ton projet, moi, je vais le réaliser, quoi. Et du coup, j'aimerais bien que tu reviennes sur l'aspect mindset. Pour toi, en quoi c'est important d'avoir un bon mindset quand tu es entrepreneur? Tout à l'heure également, tu as parlé d'un truc important et j'ai eu une discussion avec un oncle. Il m'a dit que le premier investissement dans l'entrepreneur, c'est l'investissement personnel. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux aspects, donc le mindset et l'investissement personnel dans l'entrepreneur de manière générale? Bah écoute, c'est un truc qui est hyper important, si ce n'est le plus important, avant l'argent, avant les contacts, avant tout ça, parce que l'entrepreneuriat, c'est dur, tu vois. Ça, après, il ne faut pas faire peur aux gens. Non, il faut leur faire peur. C'est dur. Okay. Et franchement, moi, je ne m'attendais pas à ce niveau de difficulté-là. Okay. Moi, je n'étais pas prêt au début. Parce qu'en fait, tu te dis, j'ai une idée, je pense que mon idée, elle est bien. Même des fois, tu arrives à avoir ton produit, etc. Et les gens, ils n'achètent pas. Tu vois. Mais toi, tu as investi de l'argent, tu as investi du temps. Tu t'es mis dans des difficultés en pensant que en 6 mois, en 1 an, et en fait, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ton truc, il marche pas. Et comment tu fais quand c'est comme ça? Et en fait, c'est là que le mindset, il entre en ligne de compte, parce que 95% des gens, ils vont abandonner. Ils vont juste se dire, écoute, ça marche pas, je vais pas continuer à m'endetter, je vais pas mettre ma famille dans des difficultés, j'arrête en fait. Mais le vrai entrepreneur, il arrête jamais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que
on dit que les 1% de ce monde, ils ont 98%, 95% des richesses. Parce que c'est tellement dur qu'il n'y a que 1% des gens qui arrivent à des niveaux vraiment stratosphériques. Et c'est le mental. C'est comment je reste motivé quand ça ne marche pas. Comment je reste motivé quand personne ne veut investir dans mon business. Comment je reste motivé quand on me dit, en me regardant dans les yeux, ton business, il est nul. Ou tu n'y arriveras pas, tu n'as pas les capacités. Moi, ça m'est arrivé, tu vois. Moi, on m'a dit, mec, c'est trop compliqué ton histoire. Ouais, laisse tomber. Voiture, mec, tu sors d'où? Ton père, c'est qui? Tu vois. Et si j'avais pas construit mon mindset, en fait, avec toutes les difficultés que j'ai eues, j'aurais laissé tomber depuis longtemps. J'aurais dit, mais c'est vrai, en fait, j'ai déraillé. Mais ce mindset-là, malheureusement, tu l'acquiers dans le dur. Tu te manges des claques, tu te mets dans des difficultés financières, tu te mets dans des situations pas possibles. Et comme je te dis, c'est juste le mental qui fait que tu continues et que tu te donnes la chance peut-être de réussir. Ok. Du coup, j'aimerais te poser la question et j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Du coup, pour toi, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Je pense que tout le monde peut essayer. Tu vois, je pense que tout le monde peut essayer. Il y a plein de gens qui ont essayé. Faire de la vente à domicile, des produits cosmétiques, tu vois, vendre des tasses de café, lancer un petit site internet. Tout le monde a essayé. Mais maintenant, est-ce que tout le monde peut réussir? Là, c'est compliqué. Parce que ça demande un tel engagement personnel, mental, financier et un tel niveau de risque, sacrifice, que beaucoup de gens ne sont pas prêts à prendre. Tu vois, parce que c'est légitime. Il y en a, ils ont des enfants. Il y en a, ils n'ont pas envie d'être dans des dettes. Mais tous les grands entrepreneurs de ce monde-là, ils ont monté 3 boîtes avant que leur boîte qui les a rendus riches fonctionne, quoi. Donc tout le monde peut essayer. Tout le monde peut essayer. Tout le monde peut dire je vais essayer, etc. Je vais monter un truc. Mais combien arrivent à la ligne d'arrivée? Là, c'est... Parce que moi, j'ai écouté des podcasts d'entrepreneurs et il y a un truc qui revient le plus, c'est en fait, c'est quelqu'un qui a échoué avant de réussir. Et souvent, les gens, ils ne voient que le succès, mais ils ne voient pas les années, on va dire la face cachée de l'iceberg de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est ça qui est important à savoir, c'est que si à la base, tu n'es déjà pas prêt à savoir que ça va pas marcher, à savoir que tu vas t'endetter, à savoir que peut-être ça va pas juste marcher d'un coup. Et en fait, le pire, c'est que même quand on te le dit, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens sur YouTube qui font des vidéos pour dire oui, il faut jamais abandonner, etc. Mais entre l'écouter sur YouTube et le vivre, c'est 2 mondes différents. Toi, ton truc, tu y crois, tu as réfléchi, tu vois, tu as fait des recherches, etc. Mais les gens, ils adhèrent pas. Tu te dis, mais attends, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui va? Pourquoi ils n'ont pas ma vision? Tu vois? Et c'est là que le mindset est important, encore une fois. Et c'est là qu'on va voir qui est un vrai entrepreneur. Est-ce que tu vas réussir à pivoter? Est-ce que tu vas réussir à changer quelque chose dans ta stratégie? Est-ce que tu vas réussir à convaincre les gens de te soutenir pour que tu puisses durer plus longtemps, tenir plus longtemps? Donc, écoute, l'entrepreneuriat, moi, je pense que il devrait y avoir plus d'entrepreneurs, parce qu'il y a plein de gens qui mériteraient de réaliser leurs rêves, mais il faut qu'ils soient prêts à souffrir. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, toi personnellement, est-ce qu'il y a un jour où tu te dis, vas-y, j'abandonne? Plein de fois. Tout le temps. Et qu'est-ce qui te drive après? Tout le temps. Quand tu as des échéances financières qui arrivent et que tu n'as pas l'argent, parce que tu as mis l'argent dans ton projet, tu te dis, mais j'ai fait n'importe quoi. Tes proches te disent, tu as fait n'importe quoi. Alors tout le monde te dit. Tu vois. Mais il y a le mindset, comme je dis, qui est hyper important. Il y a l'entourage. L'entourage, c'est ça qui va confirmer ou infirmer ce que tu penses ou la direction que tu prends. Si tu es entouré que de gens frileux, qui sont dans le salariat et qui font leur petite vie tranquille, ils vont te dire, mais pourquoi tu te casses la tête?
Regarde-moi, j'ai acheté ma maison, j'ai acheté mon petit SUV, je fais ma vie tranquille, bien, je la vais en sécurité. vacances. Tu veux quoi de plus? Du coup, c'est important en fait que toi, en tant qu'entrepreneur, d'essayer d'aller voir des gens qui, pour toi, quand tu vas leur parler de projet, ils vont te dire, vas-y, go. T'es obligé. T'es obligé. Maintenant, tu peux avoir des amis qui sont pas dans l'entrepreneuriat, mais il te faut un groupe de personnes qui sont dans le même mindset que toi et avec qui tu vas échanger Régulièrement. 2, 3, 4 fois par semaine pour vous alimenter les uns les autres. Parce que si toi, tu galères, mais que tu es tout seul dans ton coin, tu vas dire, mais je suis fou, je galère. Mais si moi, je te dis, mais moi aussi, je galère. Ouais, Et il y a un autre qui dit, moi aussi, je galère. Tu vas dire, En fait, on va vas se pas dire, te sentir seul. tu vois, en fait, on est un peu tous dans ce bateau. Ouais. Il faut juste qu'on s'entraide, même si c'est des discussions. C'est hyper important, tu vois. Donc, tu peux avoir tes amis, ta famille qui sont pas dans le délire, mais tu dois avoir 4-5 personnes, même 3 personnes avec qui tu échanges. Moi, j'ai ça. Des gens avec qui j'échange tous les 2-3 jours, on se parle, on se raconte nos galères, on se raconte nos trucs, on se raconte nos réussites, nos échecs. Et ça nous, tu vois, ça nous garde dans une dynamique. C'est intéressant. Est-ce que tu aurais une anecdote qui t'est arrivée, je sais pas, un truc fou par rapport à ton histoire du coup dans l'entrepreneuriat et que peut-être tu pourrais nous la partager? Une anecdote où tu t'es dit vraiment, là, c'est compliqué, hein? Franchement, j'en ai eu plein. Une qui t'a marqué. Franchement, j'en ai eu plein. Un truc fou. Un truc fou, tu vois, c'est... Toi, nous, on est dans les voitures électriques. Donc, nous, on est dans les voitures électriques. Et au final, on a fabriqué un prototype. Et en fait, on ne l'a pas fabriqué en Afrique, on l'a fabriqué à l'étranger, parce qu'il n'y a pas encore les infrastructures. Et du coup, nous, on veut le ramener maintenant sur le continent pour le présenter, pour le tester. Et en fait, c'est trop marrant parce que quand tu parles avec les gars des douanes, et tu leur dis, écoute, j'ai créé ma voiture, c'est Kemet, je veux la ramener. Et tu dis, mais c'est quoi la marque? Tu dis, mais c'est la marque Kemet. Il dit, mais c'est quoi Kemet? C'est quoi? Nous, on ne connaît pas. C'est Renault, c'est Mercedes. Non, j'ai créé ma marque de voiture. Et maintenant, je veux la ramener. Et puis, il regarde dans son fichier, tape Kemet, ça n'existe pas. Le gars, il ne comprend pas. Il n'arrive pas à comprendre. Ouais. C'est dur, hein? Je lui dis, mais j'ai créé la marque. J'ai créé ces nouvelles voitures, ces nouvelles marques. On l'a fabriquée et tout. Il dit, non, c'est trop compliqué ton histoire. Là. Moi, je ne connais pas Kemet, je ne connais pas de trucs, c'est pas dans les fichiers. Tu me fatigues. Comment tu vas payer si ça n'existe pas? Comment on va facturer les droits de douane? La carte grise est où? Je dis, mais il n'y a pas de carte grise, c'est un prototype. Il me dit, oh là là. Non, mais ça c'est trop drôle. Et en fait, c'est des situations ubuesques comme ça que très souvent on rencontre en Afrique, malheureusement, parce que il y a beaucoup de retard sur plein de sujets, tu vois. Mais du coup, en tout cas, moi, je suis très optimiste et je vois des opportunités, tu vois. Mais ouais, c'est un des trucs, discours de sourd, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, tu dis que l'entrepreneuriat, c'est déjà dur. Mais l'entrepreneuriat en Afrique, c'est encore plus dur. Non, mais les gars, ils te sortent des trucs, je te jure, mais c'est incroyable. Et puis lui, il est dans son truc, quoi. Il croit que j'essaye de le rouler, en fait. Je pense qu'il y a cet aspect de manière globale entre nous, Africains, où on n'a pas cette confiance. Parce que, je suis désolé de le dire, mais ça existe. C'est des fois, tu vois souvent qu'on va beaucoup plus accorder la confiance à l'autre, à un étranger, qu'à peut-être des entrepreneurs qui sont dans le pays. Et c'est quelque chose, pour moi, c'est un fléau en Afrique. On n'a pas ce sens. Déjà, tu vas avoir rarement... Il y en a, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très rare qu'il y a des collaborations. Moi, je pense que tu as raison, c'est rare. Il n'y en a pas assez. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ça... Nous, notre génération, on a compris. Nous, on se fait confiance, on travaille ensemble. Mais c'est vrai que quand on se confronte à la génération d'au-dessus, tu sens que clairement, ils ont grandi dans un climat où tu vas pas laisser ton téléphone traîner, ou tu vas pas laisser... Parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires d'escroquerie. Mais je pense que nous, notre génération, on a compris. Et tu vois, avec le temps, je pense qu'on va réussir à créer... cet écosystème. À se faire confiance. Du coup, là, cet événement, c'est un peu ça, quoi. C'est créer cet écosystème, créer ces synergies pour permettre aux gens de faire des business ensemble. Parce qu'il y a une citation que j'aime trop, il disait que la concurrence, elle est en bas,
Mais en haut, les gens collaborent. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, tu vois, aujourd'hui dans l'industrie automobile, euh, dans des Mercedes, il y a des moteurs Renault. C'est fou. C'est incroyable, je savais pas Dans ça. des Audi, il y a des amortisseurs Toyota. Bon, j'ai dit au hasard, hein, tu vois. Mais en fait, dans l'industrie automobile, Les gens tout le collaborent. monde travaille avec tout le monde. Moi, quand j'ai lancé Kemet, on m'a dit « Ah, mais attends, mais il y a un autre mec qui fait des voitures électriques, comment tu vas faire ?» Ou il y a un autre mec qui fait des voitures je sais pas quoi et tout, ça va être compliqué. J'ai dit « Mais ça, c'est ton point de vue. Moi, au contraire. Moi, c'est Moi, je bien. veux parler avec ce cas-là. Peut-être que dans nos spécifications, on a le même châssis. Peut-être que dans les spécifications, on a les mêmes sièges. Donc, si on peut commander des sièges ensemble, on va avoir plus de force au niveau du fournisseur. Ouais, totalement. Tu vois? Ok. Peut-être qu'on peut collaborer sur co-designer des choses, tu vois, co-financer des choses ensemble. Et après, toi, tu fais ton marketing, moi, je fais le mien. Tu vois? Ok. Et même aujourd'hui, toutes les grandes entreprises, elles fonctionnent en groupe. Ouais, c'est totalement ça. LVMH, Renault, Nissan, Mitsubishi, Jaguar Land Rover. Mais nous, on a un peu de mal. Mais encore une fois, j'espère que, tu vois, nous, notre génération, on l'a compris. Et moi, en tout cas, je vois pas les gens comme des concurrents. Bon, du coup, Rui, fatigué ou pas? Bah écoute, c'est une grosse journée. C'est une grosse journée, mais c'est un super événement. Il y avait vraiment du haut niveau. Il y avait des ministres, il y avait des investisseurs, des entrepreneurs. Et ouais, on a eu des belles discussions autour des relations entre l'Europe et l'Afrique. Comment on peut améliorer ça? Puisque voilà, il faut qu'on se dise les choses. Nous, on est né en Europe, on a grandi en Europe, même si on est africain. Donc il faut qu'on travaille aussi, il faut qu'on mette notre pierre à l'édifice sur ces relations parce qu'on ne peut pas faire sans. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune comme toi, comme moi, qui veut entreprendre, qui veut se lancer, faire sa start-up? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Écoute, moi, je lui dirais fais. Fais. Parce que faire des recherches sur Internet, demander l'avis des gens, au final, il faut faire. Tu essayes, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Il y a peut-être même plus de chances que ça ne marche pas. Mais au moins, tu auras appris. Tu auras appris des erreurs que tu vas faire. Et puis, entoure-toi d'entrepreneurs. Essaye de trouver des mentors, des gens qui ont déjà fait, qui ont réussi. Ose leur écrire sur LinkedIn, va dans des événements, parle-leur et prends des conseils. Et puis, voilà, peut-être que la première va marcher, peut-être qu'après 2, 3, 4, 5. Mais en tout cas, il faut se lancer et il ne faut pas lâcher. Incroyable. Et on va finir sur ça. Pour toi, c'est quoi? L'Afrique, c'est le futur ou c'est le présent? Qu'est-ce que tu penses? L'Afrique, ça fait longtemps, on est en retard. Comme je dis toujours, les multinationales internationales, ça fait peut-être 50 ans, 100 ans qu'elles sont en Afrique. Donc, c'est même plus une question de aujourd'hui, hier. C'est passé même. Donc, il faut y aller. Il y a encore plein d'opportunités. Il faut y aller et voilà. Voir les solutions, voir les problèmes en solutions. On est bon, on va rentrer là du coup. Ouais, écoute, on va rentrer là. c'est une grosse journée, on est un peu fatigué, il fait nuit. Donc, Hein? en tout cas, merci. Moustapha, il m'a suivi toute la journée. En tout cas, Parler. Merci, c'est vraiment gentil. Merci encore. Merci pour l'énergie. Et j'espère que les gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont voir cette énergie. Merci à toi et c'est une super initiative ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Donc je t'encourage, continue et écoute, on est ensemble. Merci beaucoup. Bon, fin de vidéo. Salut. Ciao.